Si Senna fête sa 40e victoire en boîte de nuit, accompagné de ses amis et de ses techniciens de McLaren, l'ambiance est bien différente chez Prost. Deuxième, comme à Estoril, mais cette fois-ci, pas l'euphorie d'un titre. Non, au contraire, Alain appréhende. À 38 ans, après 198 départs, il s'apprête à vivre son dernier week-end en tant que pilote de Formule 1. Un dernier Grand Prix avant la retraite. Une dernière danse avant de quitter la scène et de plonger dans un monde encore inconnu. 1993, c'est le dernier duel, la dernière bataille entre deux des plus grands pilotes de tous les temps. Prost contre Senna, le Français contre le Brésilien, le professeur contre Magic. Un duel arbitré par des champions en devenir, Hill, Schumacher ou Häkkinen. 1993 est une saison intense, l'une des plus riches en histoire et des plus passionnantes à suivre. Bienvenue dans 1993, le dernier duel. Au fond, j'aurais pu courir encore 2 ans. Telles sont les confidences de Prost en amont de son dernier week-end en tant que pilote de Formule 1. Une dernière fois, la routine de Grand Prix se met en place. L'arrivée dans le pays hôte, l'hôtel, le réveil tôt le matin, le travail avec ses ingénieurs et le roulage. Seule une entorse a été faite avec un repas et un karaoké à quelques jours de la course. Son souhait est simple, finir au sommet. Mais ce sera difficile. À l'image de Suzuka, le circuit d'Adélaïde ne devrait pas convenir parfaitement à la Williams-Renault. De nombreuses bosses, des changements de direction plus ou moins brutaux, ça ne plaît pas vraiment à la FW15C. Et puis, galvanisé par son retour aux affaires, il faudra compter sur Ayrton Senna, car ce dimanche 7 novembre 1993 marquera la fin d'une époque, la fin d'une ère. Si Prost quitte la Formule 1, Senna quitte McLaren. Le Brésilien et son équipe espèrent finir eux aussi sur une bonne, voire très bonne note. C'est avec un pincement au cœur que le poliste quitte l'écurie de Woking. Un sentiment partagé avec Ron Dennis. Au terme de cette course australienne, le triple champion du monde brésilien va pouvoir se consacrer à 100% sur son nouveau défi, celui de Williams-Renault. Marcher sur les traces de son plus grand rival est limité. Le rejoindre avec un 4e sacre dans un an. Quant à McLaren, les 2 premiers Grands Prix de Mika Häkkinen semblent réconforter l'écurie de Ron Dennis. Le Finlandais s'est montré redoutable et a obtenu son premier podium en Grand Prix. Mais s'il aura toute l'attention nécessaire pour mener à bien le projet McLaren-Peugeot en 1994, pour l'heure, c'est Ayrton Senna qui captive toute l'attention. Et comme on a dit, sur un circuit qui est moins favorable à la Williams, on pourrait avoir en cadeau d'adieu un ultime duel Senna-Prost. Mais d'autres questions nous viennent en tête au crépuscule de cette saison. Y aura-t-il une réconciliation entre ces deux légendes? Prost a tendu la main à Senna à quelques reprises au Japon, mais a essuyé des rafales. Nombreuses sont les personnes qui souhaitent pareille fin, et dans l'absolu, Ayrton le veut bien. Mais bon, il faut pas qu'on lui force la main. Autre question, comment le Brésilien vit-il la retraite de son adversaire? Car malgré les tensions historiques entre ces deux pilotes, il faut tout de même rappeler que Senna est un grand admirateur de Prost. Le Français était une cible toutes ces années, car pour lui, il est une référence, le meilleur pilote contre qui se frotter, et le battre signifie donc beaucoup. Est-il indifférent à son départ? Sûrement pas, mais sa pudeur ne laisse rien transparaître. Du moins, pour le moment. Bon, c'est clair, Senna-Prost captive quasiment toute l'attention depuis presque 10 ans, mais il n'y a pas que. Ouais, il y a encore quelques sujets à traiter avant de se pencher sur 94. Rappelez-vous, il y a quelques semaines quand les débats sur les réglementations de la prochaine saison étaient houleux, Mosley et Ecclestone avaient réussi à persuader l'intégralité de la grille à se rallier à leur cause. Celle de l'abolition des aides au pilotage, de la suspension active, ainsi que de l'introduction des ravitaillements ou d'autres points sportifs et financiers. Si tout le monde avait accepté de jouer le jeu pour sauver la Formule 1, n'ayons pas peur des mots, Williams et McLaren ont tout de même tenté un ultime acte de résistance pour sauver leur électronique. L'écurie de Frank travaillait justement sur un tout nouveau système de transmission révolutionnaire, d'où leur réticence face à ces mesures. Ce système était complexe et on pourrait le qualifier vulgairement de transmission adaptative.
Malgré ces actes de rébellion, la FIA n'a pas lâché et confirme bien que pour 94, il n'y aura plus de suspension active ou d'aide au pilotage, ainsi que la réintroduction des ravitaillements en carburant, dont la composition sera encore plus stricte qu'en 93. De plus, à Suzuka, Benetton avait essayé un nouveau système de roue arrière directrice. Si en termes de performance ce n'était pas vraiment convaincant, Schumacher et Patrese ont apprécié le confort de conduite que cela offrait. Mais cette philosophie va également être interdite. Mais il y a également l'affaire Ligier, dont le propriétaire, Cyril de Rouvre, pourrait être contraint de céder ses parts car en proie à des soucis juridiques, soit 85% de l'écurie. Bon, depuis le Japon, pas plus de nouvelles, si ce n'est que le businessman et maire de Chaumont affirme que Ligier n'est pas à vendre. Ce qui frustre quelque peu Flavio Briatore, très intéressé par cette potentielle acquisition qui lui permettrait de mettre la main sur le moteur Renault. Ce n'est que partie remise. Retournons du côté des pilotes car Alain Prost n'est pas le seul à tirer sa révérence. Animateur de la Formule 1 depuis 1977 et pilote le plus capé de cette dernière, Riccardo Patrese prendra son 256e et dernier départ en Grand Prix. Viré par Flavio à la façon Briatore, Patrese pourrait se tourner vers l'endurance ou le tourisme, catégorie vivant de belles années. Si, il est vrai, sa saison 1993 a été délicate, outrageusement dominée par Schumacher, il faut tout de même saluer cet outsider capable d'excellents coups d'éclat. Après des débuts injustement controversés, notamment pour son implication dans le tragique accident de Ronnie Peterson, Riccardo a dû se rebâtir une image et y est parvenu au fil des années. Passant de pilote dangereux et brouillon à un pilote bien plus solide et très apprécié du paddock. Discret, fair-play et excellent metteur au point, il montera sur la plus haute marche du podium à 6 reprises, dont la première fois à Monaco en 1982 avec Brabham. De nouveau victorieux en 1983, il devra attendre 1990 pour renouer avec le succès, passant entre-temps chez Alfa Romeo, retournant chez Brabham, puis rejoignant Williams aux côtés de Mansell en 88. De nouveau associé aux Britanniques en 1991, il endossa à merveille le rôle du pilote numéro 2 en remportant 2 nouvelles courses et en marquant des points quasiment à chaque Grand Prix. Puis, en 1992, il accompagnait son équipier moustachu au sommet de la discipline, remportant à Suzuka sa 6e et dernière victoire. À 2 reprises sur la boîte en 1993, la carrière de Riccardo Patrese se doit d'être saluée. Enfin, autre personnage qui tire sa révérence, Derek Warwick. Lassé par les résultats de footwork malgré sa plutôt bonne deuxième partie de saison, le solide britannique décide de s'arrêter là pour ce qui sera son 146e et dernier Grand Prix. Pilote très coté à ses débuts lorsqu'il se révéla chez Toleman, il sera pris par Renault en 1984 et connaîtra 2 années frustrantes. En 84, il monte sur 4 podiums, les premiers et les derniers de sa carrière. De quoi avoir le sourire? Oui et non, car à plusieurs reprises, Derek était bien placé pour la victoire, mais a manqué de chance. Jamais il ne pourra goûter à cette joie de gagner un Grand Prix de Formule 1. Fin 1985, quand Renault vivait ses derniers Grands Prix, l'Anglais a tenté de rejoindre Williams, en vain, et Lotus, sans plus de succès, notamment parce qu'il s'est vu bloqué par Senna. Direction donc l'Endurance et Jaguar, où il retrouve les sommets avant de revenir en Formule 1, chez Brabham, en remplacement du regretté Elio De Angelis. Il s'en ira ensuite rejoindre à Rose, l'écurie avec laquelle il prend le plus de départs. Mais pas de podium, malgré d'excellents résultats en 88. Finalement, il rejoint Lotus en 90 et connaît une année difficile, marquée par son terrible crash de Monza. Lassé, il retourne en endurance et retrouve Jaguar TWR. 3 victoires avant de partir chez Peugeot et de remporter les 24 heures du Mans avec Mark Blundell et Yannick Dalmas, sans oublier le titre de champion du monde en fin de saison. Ressourcé, Derek retrouve la Formule 1 et les difficultés du fond de grille. Malgré 2 entrées dans les points, 6e à Silverstone et 4e à Budapest, lui aussi tire sa révérence. Sa reconversion pourrait également se faire en tourisme, en BTCC bien sûr. Et sa carrière a failli s'arrêter avant le Grand Prix d'Australie, parce que Derek a rejoint Adélaïde avec une belle grippe. Oliver envisage de le remplacer par Fittipaldi, mais bon, Warwick est bien là, fidèle au poste pour sa dernière en Formule 1. L'avenir s'écrira donc sans ces 2 pilotes, mais à quoi ressemblera la grille de 94? Car tous les baquets ne sont pas distribués. La place de Patrese est d'ailleurs très convoitée, tout comme celle de Senna chez McLaren. Côté Benetton, il y a beaucoup de candidats. Soutenus par Elf, les Français Olivier Panis et Eric Bernard sont des options sérieuses, mais Briatore envisage aussi Luca Badoer ou Jos Verstappen. Mais petit à petit, la piste JJ Leto prend de l'importance grâce à Keke Rosberg, et notons que Flavio aimerait associer à Schumacher Rubens Barrichello. Mais le contrat du Brésilien est solide, Jordan ne le laissera pas filer. Concernant le baquet McLaren-Peugeot, Rubens Barrichello est également courtisé, mais le problème est similaire. Mark Blundell pourrait faire l'affaire en tant qu'ancien essayeur de Woking, mais Ron Dennis rêve de convaincre Prost de repousser son départ à la retraite.
chose que le français refuse catégoriquement. Mais Denis n'a pas dit son dernier mot. Aussi, il faut noter que le second baquet pourrait être influencé par Peugeot. Ainsi, Philippe Alliot, Yannick Dalmas ou Laurent Aiello sont sur la liste. Donc pour le moment, la grille de 1994 ressemblerait à ça. Parmi les line-up confirmés, nous avons Williams avec Senna Hill, Ferrari avec Alesi Berger, Vanlinger Frentzen chez Sauber et Herbert Lamy chez Lotus. Donc 4 équipes sur 13. Parmi celles dont seulement un pilote est confirmé, nous avons donc McLaren avec Hakkinen, Benetton avec Schumacher, Barrichello chez Jordan, Katayama chez Tyrrell et Comas avec Larousse. Indécision chez Benetton et McLaren donc, ainsi que chez Tyrrell et Larousse, tandis que Irvine devrait être titulaire en 94 chez Jordan. Surtout après de bons débuts au Japon. La nouvelle écurie Pacifique devrait voir dans l'une de ses voitures le franco-belge Bertrand Gachot. Indécision totale en revanche chez Footwork qui change totalement son line-up, mais aussi pour les futurs pilotes Minardi ou Ligier, même si on se doute bien que si Panis n'obtient pas le volant chez Benetton, il devrait débarquer chez les Bleus. Parmi les pilotes solides n'ayant pas encore sécurisé de volant pour 94, il y a Martin Brundle, Mark Blundell, Pierluigi Martini ou encore JJ Leto. Mais tout ceci sera décidé durant l'intersaison. Pour l'heure, place au dernier Grand Prix de l'année. Blundell in the second Ligier, Derek Warwick is 12th in the second Footwork, and Ayrton Senna that we are riding with is now on his 43rd lap. Le circuit d'Adélaïde est devenu un classique depuis son arrivée en 1985. Systématiquement en fermeture de championnat, il offre régulièrement des courses bizarres, en témoignent celles de 89 et 91, noyées par les conditions météo, ou encore la première en 1985, ou celle de 1990 dont les scénarios étaient imprévisibles. Le dénouement de 86 était également dingue. C'est un tracé urbain, assez court, qui compte donc beaucoup de tours au programme. 81. De quoi avoir le tournis, et de quoi fatiguer et piéger les pilotes. Un tracé sinueux dans son premier secteur, très cassant avec beaucoup de virages à 90 degrés. Un petit peu de répit avec la longue ligne droite qui offre une belle opportunité de dépassement au bout. Son dernier secteur voit la piste s'ouvrir dans le parc, mais n'offre que peu d'opportunités. Ici, la qualification et la tenue des gommes sont cruciales. Mais ce Grand Prix d'Australie à Adélaïde est menacé et vit peut-être ses dernières éditions. L'Australie est divisée en plusieurs États qui ont chacun pas mal d'indépendance. Un système proche de celui des États-Unis et celui d'Australie méridionale, dont Adélaïde est la capitale, a des lois anti-tabac très strictes. Voilà qui a menacé la tenue de la course, mais un accord a été trouvé permettant à l'événement de passer outre ces restrictions jusqu'en 1995. Adélaïde est donc sur la sellette. Il aura donc fallu attendre 16 Grands Prix pour voir Williams être battu en qualification. Ayrton Senna prend donc la 62e pole position de sa carrière, au prix d'un tour fidèle à lui-même. Très rapide sur ce circuit très technique et non conventionnel. Il partira donc tout devant pour sa dernière avec McLaren et devant Alain Prost. Damon Hill est 3ème devant Schumacher, quand Hakkinen marque le pas à la 5ème place. Les deux Ferrari suivent, de même que Martin Brundle 8ème en embuscade. Patrese et Suzuki complètent le top 10. Les deux Sauber sont 11ème et 12ème devant Barrichello, Blundell, De Cesaris et Martini. Warwick partira 17ème de son dernier Grand Prix devant Katayama et Irvine. Herbert devant Comas quand Gounon réalise un bien meilleur deuxième week-end. Lamy et Suzuki ferment la marche. Rappel, si les titres sont acquis par Williams-Renault et Alain Prost, il y a encore de l'enjeu. Senna et Hill se disputent la 2ème place, de même que McLaren et Benetton chez les constructeurs. La 4ème place est également disputée entre Ferrari et Ligier. Le dimanche matin, lors du briefing, Roland Brunserad, le directeur de course, adresse un message sympathique à Alain Prost et le remercie pour toutes ces années. S'ensuit une ovation générale à l'attention d'Alain et on remarque au fond de la salle, debout en train d'applaudir, Ayrton Senna. L'émotion est palpable, place au dernier Grand Prix de la saison. Finir en beauté. C'est ce qui préoccupe Ayrton Senna et Alain Prost en ce dimanche 7 novembre. Il y a quelques nuages dans le ciel et il ne fait pas très chaud pour cette dernière. Les pilotes choisissent pour la plupart des pneus super tendres, spécialement amenés par Goodyear. Coup de théâtre dans la lutte à la 4ème place du classement constructeur dès le lancement du tour de formation, avec Brundle qui cale. L'Anglais est relégué en fond de grille. Dommage. Les 24 voitures sont maintenant sur la grille, mais la procédure est interrompue. Katayama agite les bras. Le pilote Tyrrell a calé. Le Japonais est à son tour relégué en fond de grille, et comme l'autorise le règlement, Brundle peut retrouver sa place d'origine. Soulagement chez Ligier. Quelques minutes plus tard, un deuxième tour de formation est donné, et comme le veut là aussi le règlement, la course se voit ôtée d'un tour. À nouveau, les 24 voitures se positionnent, et à nouveau, la procédure est perturbée.
Cette fois-ci, c'est Eddie Irvine qui agite les bras. Nouvelle interruption et nouveau tour de formation. La course ne fera donc que 79 tours. Contrairement à Brundle, Katayama ne peut retrouver sa place d'origine car le japonais a interrompu une procédure de départ. Contrairement à Brundle qui a calé au lancement du tour de formation. On est reparti pour un tour mais cette fois-ci, ce sera la bonne. Dernier départ de la saison et statu quo aux 4 premières places. Senna conserve la tête, tandis qu'Hakkinen est dépassé par les deux Ferrari et Brundle, à l'attaque sur Alesi. Derrière, Katayama envoie l'ami en tête à queue. Le Portugais doit renoncer. La chasse est ouverte en tête. Senna boucle le premier tour devant Prost, Hill, Schumacher, Berger, Brundle, Alesi et Hakkinen alors que la Lotus est encore sur la piste. Par chance, tout le monde l'évite. Dans les premiers hectomètres, Senna attaque mais Prost résiste. On l'espérait et nous l'avons. L'ultime confrontation. En revanche, le Grand Prix de Martigny tourne court. Problème de boîte de vitesse. C'est alors que Senna accélère la cadence et se détache de son vieux rival. Derrière, Schumacher chasse Hill. Vexé par son abandon en casquette à Suzuka, l'Allemand compte bien finir en beauté. En tout cas, pour Lotus, ça se termine vite avec l'abandon d'Herbert. Dans le même temps, Irvine fait oublier sa bonne performance japonaise en sortant de la piste au 11e tour. Même chose pour Katayama au tour suivant. Bloqué par Damon Hill, Schumacher anticipe son arrêt. Cette stratégie avait bien fonctionné au Portugal. Derrière, Alesi s'est défait de Brundle et chasse désormais son équipier. Tour et nouvelle déconvenue pour Michael Schumacher qui doit renoncer sur casse moteur. La mécanique aura beaucoup trahi l'Allemand cette saison. Dommage. Derrière, Jean-Marc Gounon part une deuxième fois en tête à queue. S'il parvient à repartir, l'Ardéchois calera lors de sa 3e sortie. La valse des premiers arrêts se poursuit avec Damon Hill et Gerhard Berger. Puis c'est au tour de Senna de s'arrêter. Prost occupe donc les commandes durant cet intervalle. Mika Hakkinen doit également s'arrêter, mais pour l'heure, il se défend face à Damon Hill. L'Anglais doit être patient et se défait du Finlandais au 26e tour. 28e tour, Senna reprend les commandes de la course durant l'arrêt de Prost. Le Français ressort 2e. Malheureusement pour Hakkinen, son dernier Grand Prix est perturbé par des ennuis de frein. Ses mécaniciens ne peuvent rien faire et c'est l'abandon. Rendez-vous en 1994. Pour son équipier, tout va bien. Senna contrôle la course comme à ses plus belles heures et compte 15 secondes d'avance sur Prost. Mais le Français accélère quand son équipier se montre de plus en plus pressant. Après un mauvais Grand Prix du Japon, il compte bien se rattraper, mais Prost retrouve un petit peu d'air quand son équipier s'arrête une deuxième fois. Guerre stratégique et Alain limite au tour suivant. Il conserve l'avantage sur Damon. Ça devra se jouer en piste. Image impressionnante au 58e tour quand JJ Leto décolle sur le vibreur de la première chicane. Par chance, la Sauber retombe sur ses roues. Mais revenons à la lutte pour la 2e place. Damon se montre très pressant, mais finit par trop en faire après l'épingle. Le Britannique part en tête à queue et Alain Prost retrouve ainsi un petit peu d'espace.
Damon est précautionneux dans sa manœuvre et manque même de se tanker sur le vibreur. Beaucoup de temps perdu, mais il reste sur le podium provisoire. Après Leto, c'est Wendlinger qui vient tester les vibreurs du premier enchaînement. Senna, lui, les évite proprement et taille sa route tandis que Prost, revigoré, accélère le rythme dans ses derniers tours en tant que pilote de Formule 1. Mais il n'y aura pas de 52e victoire pour Alain, seulement une 2e place. Senna est trop loin devant. Le Brésilien passe les derniers enchaînements pour clore son chapitre avec McLaren de la plus belle des façons. L'image est symbolique car Ayrton devance les 2 Ferrari d'Alesi et Berger. Égalé au Japon, la Scuderia est maintenant dépassée par McLaren qui remporte sa 104e victoire et prend ainsi le record. Senna, lui, prend sa 41e victoire en Formule 1, la 35e avec son écurie. 9 secondes plus tard, Alain Prost en termine avec sa carrière en Formule 1. L'Allemagne restera son dernier succès. Damon Hill complète le podium devant les 2 Ferrari et Martin Brundle, dans les points une nouvelle fois, mais ce n'est pas suffisant pour que Ligier reprenne la 4e place. À l'image du Grand Prix du Japon, Ayrton Senna est accueilli dans le parc fermé par Ron Dennis qui lui glisse à l'oreille « Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis ». Chose qu'il dira à Prost quelques instants plus tard. À quelques mètres de là, le Français descend de sa Williams Renault. Ça y est, après 199 départs, c'est terminé. Alain le réalise peu à peu. En revanche, entre les 2 champions, pas d'échange. Vraiment ? Ron Dennis et Alain Prost échangent quelques mots. Le patron de McLaren félicite également Damon Hill. Puis direction le podium où les pilotes Williams croisent la route de Senna. Le Brésilien serre la main de son futur équipier et enfin, à Alain Prost. Oui, une caméra a capturé ce moment tant attendu, mais c'est discret. Trop discret pour enterrer officiellement la hache de guerre. Direction le podium où Ayrton croise Joe Ramirez. Échange bref, mais émouvant entre les 2 hommes. Ensuite, le trio de tête débarque sur la boîte. Senna est félicité par le public comme il se doit avant l'hymne brésilien. Le monde attend. Suspendu aux faits et gestes d'Ayrton Senna et d'Alain Prost, Alain regarde discrètement son adversaire à sa gauche. Du coin de l'œil et à plusieurs reprises. Et enfin, après God Save the Queen, Alain tend la main à Ayrton qui l'invite à monter sur la plus haute marche. Ça y est, la guerre est terminée. C'est l'heure de faire la paix. C'est l'heure de la réconciliation tant attendue. Et ce n'est pas fini. Quand Prost reçoit son trophée, Senna réitère, balayant les derniers doutes. Une belle image pour le dernier podium d'Alain Prost et d'Ayrton Senna. Of course, taking the lead at the start gave me an edge to pace the race on my own conditions with my car. But after a few laps, start to get more and more difficult to maintain the pace, and I start to come a little closer. Then I managed just to stay there again, hanging there the gap, and then I decided to stop, which I think was a little bit too early. But anyway, I stopped, and then when I came back, the new tires were not that much better. So it was very difficult to maintain a good pace, a good average to cope with Alain and Hill. They were quicker than me at some stage in the race by quite a lot, but I guess I was able to maintain a better average, so I was able to maintain the gap and even grow it at some other stage. So it wasn't a race of going too fast, it was a race to maintain, question of maintaining a good pace, and I guess we managed to do so. Yes, it was a difficult race, and for sure I would have loved to win it, but I knew it would be difficult today anyway. It was, I mean, the end of the season is more difficult for us because we lost part of our advantage, and McLaren and Ayrton are going very well this end of the season. This track is, was difficult for us, and the rest, I think I did a good race, but it was very difficult to do better than that. I mean, I can't complain about the traffic or things like this, but I think Ayrton had some problems too, and the car was going, was elastic. But I'm quite happy to finish with a good result and with a good race. He braked very late,
and he had a late turn in, and I thought, well, there's a bit of an opening here. I thought I'd just see if I stick my car in there, see if he gives way a bit, but he didn't. He sort of, you know, he held a tight line, and so I had to put a bit more lock on, and I was having a go really, and I just lost it on the exit of the corner. Was it a little too much welly, as Alan Jones suggested? Yeah, well, it surprised me actually that I lost it, but I'd gone all the way down on the marbles and probably got my tyres, picked up a load of rubbish and stuff, so the grip wasn't there and I just went sideways. Cette cérémonie était bien émouvante. Voir les visages de Prost et Senna émus, presque aux larmes, était très touchant. Dorénavant, c'est une nouvelle vie qui les attend. S'il est difficile de s'imaginer Alain Prost disparaître des circuits, le travail de Senna chez Williams-Renault commence dès à présent. Enfin, après une soirée d'adieu en boîte avec son équipe. Au soir de ce Grand Prix d'Australie, l'ambiance est donc toute particulière et on réalise peu à peu que la F1 entre dans une nouvelle ère. C'est donc l'heure des bilans, les classements finaux. Grâce à ses 2 dernières victoires, Ayrton Senna prend le titre de vice-champion du monde et Damon Hill complète le podium. Schumacher est donc le 4e fantastique de cette saison. Patrese prend tout de même la 5e place pour sa dernière saison et il devance Alesi, Brundle et Berger. Herbert occupe une honorable 9e position avec 11 points tandis que Blundell complète le top 10. Andretti est 11e. Un total de 22 pilotes sont classés. On retrouve derrière les 2 pilotes Sauber, Christian Fittipaldi et Mika Hakkinen à égalité avec Derek Warwick. Puis viennent les pilotes à 2 points, Alio, Barrichello et Barbazza. Enfin, Zanardi, Comas et Irvine ferment la marche. Côté constructeur, la domination Williams-Renault est claire et termine la saison avec 84 points d'avance sur McLaren qui a vaincu Benetton et son meilleur moteur Ford. Ferrari tient la 4e place devant Ligier qui aura tenu longtemps. Lotus et Sauber sont à égalité devant Minardi, Footwork, Larousse et Jordan. Tyrrell et Lola ne sont pas parvenus à marquer le moindre point. À quoi ressemblera la Formule 1 en 1994 ? Avec le bannissement de beaucoup d'aides au pilotage et la réintroduction des ravitaillements, les courses pourraient être bien différentes. Williams semble plus que jamais favorite avec son moteur Renault et Ayrton Senna. Lui aussi débarque avec l'intention de prendre un 4e titre mondial. Mais qui pour le concurrencer ? Damon Hill ? Le fils de Graham a réalisé une très belle saison, sa première avec Williams. Sérieuse menace de Prost à plusieurs reprises, Damon s'est fait un prénom. Sa série de 3 victoires, dont la plus belle à Spa, en appelle d'autres, et même s'il n'a peut-être pas la carrure d'un Prost, il serait dangereux de le sous-estimer. Où en sera McLaren en 1994 ? Sans Senna pour les guider et avec un nouveau moteur Peugeot. Mika Hakkinen a les dents longues et une vitesse ahurissante, mais aura-t-il les épaules pour mener l'écurie la plus victorieuse de la Formule 1 vers les sommets ? Voilà 2 saisons que l'écurie de Woking joue derrière celle de Didcot. Et qu'en sera-t-il de Benetton et de Ferrari ? Les Rouges ont changé de statut cette saison avec l'arrivée de Jean Todt. Si le début d'année était catastrophique, la 2e partie est nettement plus encourageante. Jean Alesi et Gerhard Berger se complètent très bien et forment une bonne paire. S'il est difficile de croire que la Scuderia aura comblé tout son retard durant l'hiver, il ne serait pas surprenant de les voir en tant qu'arbitre et prétendant à la victoire. En fait, peut-être que Benetton sera le principal challenger de Williams. Son staff technique est bon et le châssis Denson a prouvé son efficacité à plusieurs reprises. Ils n'ont pas à se restructurer comme Ferrari ou à appréhender un nouveau partenariat comme McLaren. Non, durant la saison 93, Benetton s'est renforcé, tout comme leur pilote numéro 1. Les nombreuses casses ont privé les jaunes et verts d'une bien meilleure saison et masquent les progrès. Car au-delà de son franc sourire sur les podiums, l'instinct de tueur de Michael Schumacher est grand. Voilà 4 saisons que Benetton est dans la peau de l'outsider. 2 saisons que Schumacher prend de l'expérience. En 1994, il serait temps de franchir ce cap. Bien qu'Alain Prost ne soit plus sur la grille de départ, Ayrton Senna va devoir se méfier. Damon Hill, Mika Hakkinen, Jean Alesi et Michael Schumacher. Ces derniers ont faim et veulent la couronne. Mais ça, ce sera dans quelques mois pour 1994, la bascule. 1993, c'était le dernier duel, la dernière bataille entre 2 des plus grands pilotes de tous les temps. Prost contre Senna, le Français contre le Brésilien, le professeur contre Magic. Un duel arbitré par des champions en devenir, Hill, Schumacher ou Hakkinen. 1993 était une saison intense, l'une des plus riches en histoire et des plus passionnantes à suivre. C'était 1993, le dernier duel.
Et derrière, voilà l'histoire. Senna a pris la piste. En fait, le Grand Prix d'Australie n'était pas l'ultime duel Senna-Prost. Non. Un mois plus tard, à Bercy, les deux hommes se retrouvent en piste durant les Master Karting organisés par Philippe Streff. Une ultime confrontation. Le tout hors de leur Williams ou de leur McLaren. Plus de Formule 1, mais des karts, comme à leur début. Un duel également arbitré par la relais française incarnée par Panis. Nous sommes à la fin d'une course par équipe où 4 pilotes se partagent la machine. Et alors qu'Alain retrouve son vieux rival, la malchance frappe Ayrton. Problème mécanique. Il observe donc, sans frustration mais avec admiration, le Français piloter et remporter cette première édition des Masters de Bercy. L'équipe de Senna termine 3e. Ainsi s'achève la saison 1993, par un bel épilogue faisant office, cette fois-ci, pour de vrai, de dernier duel.